Très bien. Ok. Bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous retrouver pour ce débat sur la République écologique en 2022. Comme Claire vient de l'annoncer, je représente Delphine Bateau, qui en ce moment assiste, comme tous les ans, à la cérémonie du 14 juillet à l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexan-l'École, dans les Deux-Sèvres, où elle est élue. Le projet de République écologique est cher à Delphine, elle l'a porté elle-même en hémicycle, j'y reviendrai. Et d'abord, je voudrais ancrer cette notion de République écologique dans l'histoire. Nos grandes avancées républicaines se sont construites autour de grands idéaux et projets fédérateurs, bâtir une société juste, et c'est un objectif toujours en évolution. Pour citer Pierre Mendès France, la République est éternellement inachevée tant qu'il reste des progrès à accomplir. Première République, le grand programme, c'était sortir de l'Ancien Régime avec ses classes, ses arbitraires, ses inégalités, ses injustices. C'était aussi un objectif d'apporter ces lumières au monde entier, d'inspirer le monde entier et d'apporter des outils propres au bonheur commun. Peut-être l'épisode le plus incroyable en la matière, selon moi, c'est celui dans lequel deux astronomes, Delambre et Méchain, sont missionnés par la République au péril de leur vie, par la Convention, pour mesurer la Terre et en déduire une unité de mesure commune pour tous les hommes et tous les temps, comme on disait à l'époque, sans aucune notion d'écologie, mais avec déjà la notion que la Terre était le seul bien commun à toute l'humanité et qu'il fallait se baser là-dessus pour une réelle politique de l'humanité. Deuxième République, on peut citer l'abolition de l'esclavage comme l'un des grands socles fédérateurs. Pour la Troisième République, les grands principes démocratiques et sociaux, la loi de laïcité de 1905 qui protège la liberté de culte et de pensée, les lois d'instruction obligatoires, plus tard les congés payés, des lois qui ont fait modèle pour le monde entier. La République à venir ne pourra se construire que sur un grand projet fédérateur, à la fois un projet de nation et un projet universaliste qui vise à préserver un bien commun. En accord avec l'évolution des sensibilités et des connaissances scientifiques, ce nouveau projet, ce doit être l'écologie. Un concept, il faut le rappeler, qui était inconnu de la société il y a 60 ans et qui aujourd'hui se retrouve chaque jour au cœur des angoisses et des espoirs. Et insistons encore, écologie ne doit pas seulement être un thème du projet à venir, c'est un projet complet avec la réconciliation de l'humain avec le vivant et son environnement, sans lequel l'humain ne pourra survivre. Dans un contexte d'urgence absolue où c'est la survie même de l'humanité qui est en jeu, comme nous le rappelle la synthèse fuitée du dernier rapport du GIEC, dans un contexte où c'est la viabilité de nos enfants, des générations à venir qui est en jeu. Aujourd'hui, nous consommons en permanence les fruits de 3 planètes, mais nous n'en avons qu'une, que ce soit pour l'amour de la planète ou pour l'amour du vivant ou pour le pur instinct rationnel de survie, tout nous commande de mettre au plus vite l'écologie au centre du projet de société. Cette écologie est indissociable de la démocratie et de la solidarité qui ont déjà été identifiées dans la Constitution. Et comme la révolution écologique, ce sont des grands tournants de société, s'il n'y a pas de démocratie au plus haut niveau qui va avec, ce sera un blocage décisionnel. S'il n'y a pas de justice sociale au plus haut niveau d'exigence, ce sera une révolte légitime de la société. Donc, pas d'écologie sans démocratie, pas d'écologie sans solidarité, mais à contrario, démocratie et solidarité sans écologie, c'est un leurre. C'est le projet de tous être solidaires dans un bateau qui sombre. Et donc, c'est bien une triade indissociable, écologie, démocratie, solidarité, et c'est ce qui avait prévalu au choix du nom de notre groupe parlementaire, celui que nous avions fondé avec Delphine Bateau et une quinzaine d'autres députés l'an dernier, EDS. Alors, parlons tout de suite de grands projets républicains dans sa déclinaison de l'article 1 de la Constitution. Claire, tu l'évoquais tout à l'heure. Voici l'article tel qu'il devrait être, selon nous. Et ça, c'est la version juste obtenue en compilant tous les amendements qui ont été portés par notre collectif, emmenés par Delphine sur ce sujet. La France est une république indivisible, laïque, démocratique, sociale et écologique. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances, son organisation est décentralisée. La loi garantit la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique et assure leur amélioration constante. Elle prend en compte la raréfaction des ressources naturelles et favorise le respect des limites planétaires. La loi garantit l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Tout compte ici. Le écologique qui vient s'ajouter à démocratie et sociale. Le mot race a été supprimé car il ne reflète pas de réalité scientifique. Pour autant, la lutte contre le racisme n'est pas amoindrie et au contraire doit s'amplifier. D'une part, la mention de l'origine est là. D'autre part, le préambule de la Constitution de 1946, si contestable soit-il par certains aspects, continue à maintenir la lutte contre les distinctions de race. La loi garantit la préservation de l'environnement et de la biodiversité, et non pas simplement le agit pour mou qui était proposé par le Sénat.
Climat et biodiversité sont cités explicitement dans cette version pour la Constitution, mais aussi il y a la phrase sur la raréfaction des ressources naturelles et des limites planétaires qui correspond au changement de paradigme le plus majeur ces dernières décennies. Impossible d'avoir un débat sur la croissance dans un monde de ressources finies. C'est aussi simple que cela. Notons aussi que sur le féminisme, on passe à un niveau supérieur d'exigence dans la version qu'il a, avec la mention de non-discrimination par le sexe incluse dans la Constitution et le mot garantie plutôt que favorise pour la représentation démocratique des femmes. La notion d'amélioration constante constitutionnalise le principe de non-régression qui aujourd'hui n'a pas valeur constitutionnelle et c'est l'une des raisons qui nous ont fait perdre le recours au Conseil constitutionnel sur les néonicotinoïdes. Alors, qu'on soit clair, changer l'article 1, ce sera la partie la plus facile. On sait quel bazar c'est de changer l'article 1, pour autant ce sera bien plus facile que le vrai objectif qui est de traduire tout cela en actes, avec un travail tenace qui fera intervenir l'exécutif, les experts, la culture, l'éducation, l'action de terrain, encore et encore. Cette écologie, cette république écologique, elle doit réconcilier l'humanité avec la terre et le vivant. Elle doit parler à tous les courants de pensée écologistes, les idéalistes qui travaillent à faire émerger un monde d'harmonie, les ingénieurs qui ajustent les innovations pour garantir la durabilité, les naturalistes qui chérissent les paysages et le vivant. Sans tomber dans un catalogue de mesures, je mentionnerai juste un thème que nous avons porté en hémicycle, celui de la cause animale. Sortie de l'élevage intensif avec son cortège de souffrances, de surproduction, mais aussi d'exploitation humaine. Fin des chasses les plus cruelles, modification de la loi pour prendre en compte la valeur intrinsèque de l'animal et non plus seulement l'état actuel dans lequel un animal, certes, on reconnaît sa sensibilité, mais il est protégé par la loi seulement en ce qui est propriété d'un humain. Et puis, bien sûr, préservation des espèces, préservation de la biodiversité. C'est un combat dans lequel la reconnaissance de la sensibilité de l'animal converge avec le combat pour la préservation du vivant, dans un monde où la biodiversité s'est effondrée et où 96% aujourd'hui, c'est ce qu'on estime, de la masse des vertébrés terrestres est faite des humains, des animaux domestiques et des animaux d'élevage. Reste seulement 4% de masse pour les animaux sauvages, ceux qui autrefois peuplaient les rêves de nos ancêtres et encore aujourd'hui de nos enfants, et qui aujourd'hui sont voués à une disparition quasi totale si l'on y prend garde. Et puis, cela rencontre aussi la lutte contre la démarche productiviste et consumériste, la recherche du profit à tout prix, celle des fermes-usines avec leurs 22 poulets au mètre carré, celle des immenses usines à animaux sélectionnés qui sont gérées par une ou deux personnes. Le projet économique devra être à l'avenant. La recherche du profit à tout prix a montré ses limites, la notion de croissance indéfinie est absurde, il faudra assumer la décroissance, c'est-à-dire la réduction démocratique de la production et de la consommation dans une optique de bien-être. La décroissance, c'est moins de production, moins de consommation, c'est plus de relations sociales, plus de solidarité, plus de convivialité, plus de réemploi, plus de réparation, plus de travail humain, plus d'innovation, plus de créativité, plus d'inventivité pour les entreprises, plus de relocalisation de l'économie, plus de temps pour soi, plus de culture, plus d'éducation, plus de plaisir, plus de sens et plus de bien-être. On a pu dire, et on l'a entendu au moment de la première crise du Covid, que la crise du Covid montrait bien que la décroissance ne fonctionne pas, combien le raisonnement est absurde. On était dans un contexte de situation subie, douloureuse, anxiogène, absolument pas d'une décroissance, une réduction de la production choisie démocratiquement. Bien sûr, il nous faudra de nouveaux indicateurs pour remplacer le PIB. Voilà bien des années que la croissance est décorrélée de l'emploi et du bonheur. La courbe de bonheur est stable depuis des décennies dans nos démocraties occidentales, alors que les richesses augmentent. L'efficacité de la croissance durant les 30 Glorieuses a été un mirage. Ce sont les liens qui apportent du bien-être. Et dans un pays de défiance comme la France, ces liens sont particulièrement précieux. La croissance est une drogue dont il faut se désintoxiquer pour retrouver le bien-être. Et c'est un ensemble de pratiques de sobriété, de liens sociaux qu'il faut retrouver, qui ne pourront venir que par la culture et un objectif commun. Et j'insiste, la loi n'ira jamais dans un tel luxe de détails. Cette nouvelle société, il faut la porter aussi par la culture, par un projet éducatif renouvelé, par des institutions représentatives renouvelées. Renforcer l'innovation, l'instruction, la recherche, je vous l'ai dit. Le projet de société française, dès la Révolution française et même avant, il s'est construit dans l'amour des sciences et des arts. Aujourd'hui, nous devons y rajouter l'amour de la planète et du vivant, respect de l'équilibre, de la qualité de vie, respect des labels exigeants pour la préservation de la planète. Ça viendra avec une sensibilisation de l'école à l'université à notre précieuse terre. Et un projet qu'il faudra porter dans tous les quartiers et qui devra porter toute notre société.
La complexité de l'écologie justifie que la République se dote des institutions appropriées, avec un haut conseil fait de spécialistes. La situation actuelle est confuse, avec un Conseil national de la transition écologique, un haut conseil pour le climat et quelques autres institutions. Le haut conseil pour le climat est le bon modèle sur lequel on doit agrandir pour avoir un haut conseil pour l'environnement. Et puis, une convention citoyenne, celle qu'on a vue tirer au sort, était une excellente méthode, la méthode la plus représentative qui soit pour la société, c'est le tirage au sort, à réunir pour de grandes orientations. L'actuelle convention a déjà fait énormément, rien que la mise en œuvre de ses principales préconisations sera un acte refondateur majeur. Je cite toujours leur phrase politique extrêmement forte, ouvrons les yeux et bougeons-nous dans le préambule de leur beau rapport. La République écologique doit rejeter toutes les dominations. Domination de classe, domination de l'humain sur l'environnement, domination patriarcale. Elle devra s'appuyer sur la loi de laïcité de 1905 et en réaffirmant les principes. Il ne s'agit pas de voter de nouvelles lois, nous en avons déjà assez en la matière, mais de les appliquer réellement. L'affirmation de la liberté de penser, la protection de toutes les religions, le vivre ensemble est protégé par la loi. Maintenant, il faut que ça puisse s'appliquer réellement. Et voter de nouvelles lois alors qu'on n'est pas capable de mettre en œuvre les autres, c'est de la paresse. La question maintenant, c'est la mise en œuvre sur le terrain, le travail sur le terreau, dans une lutte contre toutes les dominations, pour la tolérance religieuse, contre le racisme et l'antisémitisme, pour les métissages qui enrichissent, contre la domination patriarcale, contre toutes les oppressions avec la plus grande force. Et l'ensemble de la société doit s'y mêler systématiquement. Toute la société unie pour défendre les minorités, les citoyens et les entreprises unis pour la transformation écologique. Les lois récentes, les débats récents sur les fractures de société, bien souvent loupent leur cible, cherchent un truc magique pour remédier à un mal qui est identifié ici comme le séparatisme ou à qui c'est quoi, ou inventent de la nouvelle bureaucratie qui alourdit. Les problèmes ne viennent pas d'un séparatisme, les problèmes viennent de la volonté de certains d'affirmer une domination, et c'est le boulot de la société que de protéger toutes les minorités contre les dominations et de réduire les injustices pour éviter le terreau sur lequel peuvent se propager les discours de combat et de haine. Combat féministe, refus de l'assignation à résidence des personnes, refus de l'assignation des territoires, combat pour l'éducation, les sciences, la culture, l'histoire dans toutes les classes populaires et un horizon qui ait du sens, sans quoi le doute avalera tout. Un mot en la matière sur la question féministe, le propre combat que j'ai pu voir de près sur l'accès des femmes aux carrières scientifiques. Un combat qui m'est revenu au visage, à juste titre, presque chaque jour quand j'étais directeur de l'Institut Henri Poincaré, un combat qui ne pourra pas se régler par décret, car ses racines remontent à la petite enfance, au moment où les maîtres, que ce soit des professeurs ou des professeurs féminins ou masculins, donnent inconsciemment davantage la parole aux petits garçons qu'aux petites filles. Un combat qui doit faire intervenir tout le monde, les femmes et les hommes, pour promouvoir activement les carrières de nos jeunes filles vers les sciences, les arts. Et à ce titre, je suis fier d'avoir fait partie de la première promotion des Men for Women in Science de L'Oréal. Chaque lutte contre une domination doit être la lutte de toute la société, pas seulement du groupe opprimé. Et bien sûr, je me reconnais parfaitement dans ce qu'on peut appeler l'écoféminisme, rejet du patriarcat et de la domination, rejet aussi bien de ce patriarcat dans la société que dans le rapport insoutenable de domination de l'humain sur l'environnement. La République, c'est ce concept par lequel la société fait bloc en s'acceptant dans sa diversité, l'union dans une diversité qui s'assume. La recherche d'un objectif commun, c'est aussi l'universalisme et sera le projet français universaliste. Quelques mots sur l'international avant de conclure, et en faisant le lien avec les célèbres paroles d'un grand chanteur, vous le reconnaîtrez, qui peut dire « Je suis libre quand je sais une prison, un innocent doit y vivre tant que durent les saisons ». Le même chanteur, il y a 50 ans, a chanté dans l'an 3000 le cauchemar d'un père maudit par son fils pour ne pas avoir su préserver la nature et l'amour. Les deux citations ensemble résument tout. Le prochain progrès de la République française doit être démocratique, social et écologique, et aussi universaliste. Tant qu'un écocide se jouera dans le monde, nos enfants souffriront et c'est notre devoir de proposer des solutions. Tant qu'il y aura une domination, une injustice dans le monde, c'est notre devoir français que de voler au secours de cette injustice. Alors, quand c'était la liberté, encore, on devait argumenter, dire oui, Amnesty International a raison, et le combat pour la liberté à l'autre bout de la planète, c'est aussi notre combat. Quand c'est l'environnement, il y a même plus à argumenter. C'est la même terre qui est ravagée et exploitée
en Australie comme en France. C'est la même atmosphère qui est chargée en carbone par les émissions chinoises ou françaises. Et tous divers dans leur mode de vie, les peuples doivent être unis pour défendre le bien commun et la France doit favoriser cela. Unité dans la diversité, c'est un mot récurrent dans ce thème. On le retrouve dans la laïcité, on le retrouve dans le parlementarisme et la confiance que nous faisons dans le parlementarisme pour mener les affaires du pays plus que dans le présidentialisme. On le retrouve dans la vision internationale que nous devons avoir. Et au niveau européen, c'est même la devise européenne, unité dans la diversité, qui doit faire sens et se refonder dans un idéal de vision écologique. Que ce soit pour les choix politiques, contre les discriminations ou dans les choix énergétiques globaux. Si la France réduit son empreinte carbone et pas l'Angleterre, cela ne servira à rien. Cette solidarité dans la diversité est là par la force des choses quand on gère un bien commun, notre bien commun, la Terre. La République française écologique sera forte de sa diversité, comme l'Europe fédérale le sera. Merci, merci Merci beaucoup, Cédric. Cédric. Je vais maintenant, après cet exposé, te poser donc les trois questions comme aux autres. Bien sûr, la première, elle est récurrente, c'est de souligner à ta façon les différences, ou en tous les cas les aspects spécifiques que porte Delphine Batho par rapport aux autres candidats et candidates. La deuxième question porterait serait celle-ci: comment parler de décroissance sans angoisser et s'aliéner les gens qui craignent pour leur emploi? Donc, comment argumenter cela? Et la troisième question: comment concilier le caractère indivisible de la République et une plus grande autonomie des territoires? Voilà donc ces trois questions. À toi pour 15 minutes. Merci beaucoup, Fred. Euh, le, la spécificité d'abord, ce n'est pas mon travail que dire quelles sont les oppositions des candidats les unes les autres. Je vais juste parler de Delphine. D'abord, une candidate avec une grande expérience politique. Elle a été ministre, elle a été députée de longue date, une députée travailleuse, engagée, qui va au fond des dossiers techniques tels que j'ai pu la voir et la côtoyer tout au long de notre parcours commun à l'Assemblée. Une candidate qui écoute les sciences et les approfondit autant qu'elle peut par elle-même et en tire toutes les conséquences. Ah, là, Cédric a été Ah, coupé. ah, alors, attends, on va voir s'il revient. Ah, Cédric, tu Oui, nous entends? tu as été coupé. Ouais, vous m'entendez? Oui, Ouais. tu as été coupé quand tu parlais de la capacité de Delphine à intégrer les conséquences des sciences. En particulier sur le thème de la décroissance. Je reviendrai là par rapport à ta deuxième question. Oui, il faut tirer les conclusions par rapport à la décroissance et ce n'est que tirer les études, les sciences en la matière. Un grand prix attaché par Delphine Batho aux questions régaliennes, avec le soutien que toute la société doit être là pour soutenir nos forces de l'ordre et faire en sorte qu'elles soient pleinement intégrées, qu'elles fassent partie de tout ce qui garantit le projet de République, le projet de démocratie. Delphine est quelqu'un qui travaille comme moi. Pardon, en plus vous entendez ma petite qui est en train de... Attendez, juste quelques instants, je vous... Pardon, ce sont les aléas du direct. Quand on émet depuis un cadre familial. Delphine, comme moi, travaille aux affaires économiques à l'Assemblée nationale, convaincue que les grands changements de société y passent par là. Réorganisation des chaînes économiques, réorganisation de tous les ressorts de la société. Et puis, Delphine, c'est la garantie d'une candidature écologique au premier tour. Ici, c'est clair et net. Si elle a ce mandat de la primaire écologique, elle ira au bout par rapport à ce qui est d'avoir un bulletin dans l'urne au premier tour. Pour ce qui est de la décroissance, premièrement, il y a un sondage du MEDEF, ça ne s'invente pas,
qui annonce que 67% des Français jugent le concept de décroissance positif. 67% des Françaises et des Français. Et décroissance, il faut insister sur la pédagogie de tout ce qu'on va gagner. Décroissance, ce n'est pas quelque chose qui est moins. Ce n'est pas en soi, d'ailleurs, le contraire de la croissance. Le contraire de croissance, c'est récession. Décroissance, c'est quelque chose qui va dans le plus. Plus de liens, plus d'indicateurs, plus de bien-être. C'est une pédagogie que nous devons faire. Sans reculer derrière le mot en se disant « Ouh là là, ça va nous attirer des commentaires négatifs », au contraire, expliquer pourquoi c'est un mot qu'il faut revendiquer. Décroissance de la production, décroissance des flux de matière et d'énergie, comme je viens de le voir passer dans le chat. Les économistes ne nous ont pas attendus pour ça, hein. Ici, avec moi, j'ai pris le petit ouvrage d'Éloi Laurent que certainement certains d'entre vous ont potassé pour sortir de la croissance. Tout à l'heure, j'employais l'image de la drogue. Croissance, c'est quelque chose à quoi on a été, la société toute entière, droguée. Pour se désintoxiquer, il faut bien sûr faire miroiter à la personne, à la société qui est droguée, le bienfait qu'on en retirera. Nous avons ici des cartes à jouer par rapport à ce qui s'est passé. Bien sûr, le Covid est arrivé avec toute sa montagne de choses anxiogènes, mais aussi avec la possibilité, à travers un usage du télétravail que l'on espère redevenir raisonné dans la suite, plus de temps passé en famille, avec un engouement spectaculaire pour les circuits courts qui s'est manifesté. Et l'interrogation qui s'est retrouvée partout et qui doit se retrouver encore, comment refaire sens en proximité avec nos voisins, avec nos voisines. La troisième question, c'est celle de indivisible et comment l'autonomie des territoires dans une république indivisible. Ça, c'est le grand projet français initial, qui parfois a abouti à trop de jacobinisme, bien sûr, dans lequel, avec des règles dans lesquelles on voulait faire passer tout le monde, mais qui globalement doit être l'unité derrière un objectif commun de la diversité des territoires. Cet objectif, il ne peut se faire que dans un but, dans un objectif commun. Comme dans une entreprise, des personnes différentes se mettent ensemble, travaillent ensemble et mettant chacune au mieux leurs compétences quand elles ont l'objectif commun bien en tête. Et c'est cela qu'il faudra aussi avoir. Dans la pratique et au plan technique, ça passera par un dosage subtil de règles et de normes nationales et d'initiatives locales. J'insiste sur le mot initiative. D'abord, on a des constructions aujourd'hui locales qui manquent de démocratie. On a par exemple des comités d'agglomération qui sont en échelle, le président, la présidente est en pratique non identifiée par les citoyens. La complexité, la distribution des compétences fait aussi que le citoyen a du mal à s'y retrouver là-dedans. Pour autant, 2/3 de la transition écologique, elle se fera dans les territoires, avec des initiatives qui seront d'autant plus efficaces qu'elles seront portées par une volonté locale et des initiatives qui ne pourront être efficaces que si elles se coulent dans un objectif et dans des normes communes. L'Institut Rousseau a publié il y a peu de temps une étude extrêmement intéressante sur ces questions de territorialité dans lesquelles, à rebours de l'idée dominante, ils prennent parti pour une centralisation de certaines compétences de façon plus forte. L'étude est un peu provocatrice et en même temps, elle mérite d'attirer l'attention sur quelque chose d'important. Dans un contexte avec 35 000 communes et des pouvoirs des maires qui sont importantes, on ne peut pas juste laisser à chaque territoire une grande liberté dans les objectifs. On est obligé d'avoir un bon équilibre entre des bonnes initiatives locales dans lesquelles les territoires décident eux-mêmes le projet, la direction dans laquelle, enfin, les modalités qu'ils veulent donner à leur projet, et des objectifs globaux qui sont prévus et qui sont dans certains cas, assez contraignants. Je pense à l'objectif de zéro artificialisation nette, tel que nous avons voulu le porter de façon plus ambitieuse par rapport à la loi climat et résilience, et tel qui ne peut se faire que s'il y a des objectifs et des règles communes qui s'imposent à tous les territoires, en laissant libre de leur déclinaison, mais en leur fixant des objectifs communs volontaristes.